Mesdames, Messieurs, je pense qu'en patientant, vous avez pu admirer là aussi ce nouveau portrait de Paul Valéry. Je m'émerveille, je dois le dire, que la publication du cours de poétique ait fait surgir, ça et là, dans la presse, des portraits toujours nouveaux de Paul Valéry que je ne connaissais pas, en tout cas ignorés de moi. Et ce que je constate aussi, c'est que ces portraits changent en fonction du pays où paraissent les articles. Visiblement, chaque nation a accès à ses propres fonds photographiques, ce qui fait surgir des portraits chaque fois différents. Celui-ci vient, si j'ai bien compris, de Belgique, et j'avoue que je le trouve assez vivant. Et là aussi, c'est un Valéry des années 40 que nous avons en couleur en plus, ce qui n'est pas mal. Alors, les précédentes leçons, nous sommes entrés dans le laboratoire même, vous vous en souvenez, de l'édition du cours de poétique de Valéry. Nous sommes entrés, en quelque sorte, dans le laboratoire des œuvres retrouvées, pour faire écho au cours de l'an dernier sur la recherche des œuvres perdues. Car on n'a pas toujours l'occasion de participer à la résurrection presque totale d'une œuvre disparue. Et là, je dois dire que l'occasion était trop belle pour que je puisse la laisser passer. Et vous avez pu voir à travers les exemples que nous avons examinés la dernière fois et les fois précédentes aussi, je crois, vous avez pu voir que l'édition critique, l'édition scientifique à laquelle je me suis livré, que j'ai essayé de faire le mieux possible, en vérité, cette édition critique et scientifique, elle confine à bien des égards à ce qu'on pourrait appeler de l'artisanat. C'est-à-dire qu'il y faut faire entrer un sens du style, du goût, pour pouvoir corriger éventuellement des fautes qui pourraient exister dans les documents que nous avons. Et donc la pratique même de l'écriture, la pratique même de la littérature, en tout cas d'une certaine forme de littérature, n'est pas absente d'une telle édition critique et scientifique, puisque je me suis trouvé face à toute une masse de documents chaotiques et pas toujours fiables. C'est ça le problème auquel j'étais confronté avec les sténographies. Et il s'agissait de donner une forme. Donner une forme, c'est le principe même de tout art et de la littérature en particulier. Et l'idée, le projet, je m'arrête ici sur la question littéraire d'une édition critique et scientifique, mais tout de même, l'idée était d'entrer dans un esprit, d'entrer dans une manière de faire, de profiter de la connaissance de Valéry que je pouvais avoir pour me prendre une certaine distance éventuellement vis-à-vis des documents que j'avais à éditer pour revenir en quelque sorte à la source même de cette pensée, c'est-à-dire à l'image que je pouvais avoir de la pensée même de Valéry, à partir de ma connaissance la plus sérieuse, la plus sûre, la plus solide, j'espère, possible, de Valéry. Le tout pour exploiter au mieux les documents à ma disposition. Donc quand les documents ne sont pas fiables, ce qui était le cas des sténotypies, des sténographies, eh bien, il fallait que je me fie d'abord à la logique interne du texte. Ce sont les exercices que nous avons faits la dernière fois. Il y a des problèmes de logique interne et puis il y a des problèmes de logique externe, c'est-à-dire de cohérence du document par rapport à ce que nous savons que Valéry a dit. Et vous vous souvenez peut-être de la phrase concernant les vers de Victor Hugo. La phrase elle-même dans le document sténographique était assez complexe, et je dois dire que elle m'a donné beaucoup de travail, cette phrase. Je me demandais, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais je ne voyais pas où était le problème. Et puis c'est en me référant, en fait, à la pensée externe que Valéry a sur les poèmes de Victor Hugo, que j'ai vu où était la bonne leçon. La bonne leçon, au sens
une leçon d'édition de texte, hein, trouver le bon texte, retrouver le bon texte derrière le texte que vous avez dans le document. Il y a un comment dire, on pourrait prendre un terme un peu de type biologique ou génétique. Vous avez un phénotexte, hein, je ne l'emploie pas dans le sens de Julia Kristeva, mais vous avez un phénotexte, c'est-à-dire un texte apparent, hein, sur le document. Et en fait, ce qui vous intéresse quand vous avez une sténographie, ce n'est pas le texte apparent, c'est ce que Valérie a réellement dit. Et donc il faut revenir derrière le génotexte, hein, phéno signifiant l'apparence en grec, hein, il faut revenir vers le texte qui a été le texte source, le texte prononcé par Valérie lui-même. Et ça, parfois, donc, c'est la logique interne du texte qui vous permet de corriger, et d'autres fois, et c'est le cas pour Victor Hugo, il y a un problème de logique interne, mais qui n'est pas très visible parce que la phrase est compliquée, et il y a surtout la connaissance que l'on peut avoir de la pensée de Valérie sur Victor Hugo. Et ici, vous voyez, je reviens encore à ces sténographies dont je vous ai montré quelques exemples la dernière fois, et je voudrais en profiter, c'est l'avantage de nous revoir de manière récurrente, hein, c'est l'avantage d'un cours avec des leçons qui se succèdent, et d'une certaine manière, chaque leçon revient sur la précédente. Il est possible de corriger ce qui a été fait dans une certaine mesure. Et ici, je voudrais apporter un petit erratum à mon cours précédent. J'ai commenté, donc, je vous l'ai dit, vous vous en souvenez, les sténographies faites par Fernande Sergent en 1938 et en 1945, hein, que j'ai reproduites, éditées dans l'édition du cours de poétique, et j'ai avancé, de manière un peu imprudente, je dois dire, la dernière fois, j'ai avancé l'hypothèse qu'aujourd'hui, la sténotypie serait devenue désuète, hein, et qu'elle aurait été démodée par les nouvelles techniques d'enregistrement. Que n'avais-je pas dit ? Grossière erreur, parce que j'ai reçu des témoignages d'auditrices en particulier, qui m'ont dit, une en particulier, une auditrice du cours, mais elle-même a appris, me dit-elle, la sténographie, et elle l'a pratiquée, et donc, me disait-elle, avec une certaine ironie, elle a appris par mon cours qu'elle appartiendrait à une espèce en voie de disparition. Eh bien, je m'adresse à cette personne, par le biais de ce cours, non, je ne sais pas si elle est ici ou en ligne, je ne sais pas, mais non, chère madame, vous n'êtes pas en voie de disparition. Je me suis renseigné, ce que j'aurais dû faire déjà la dernière fois, je me suis renseigné, la sténotypie existe encore et elle est encore enseignée. Il y a des écoles pour ça, florissantes, il n'y a pas de problème. Et donc je m'empresse de le préciser avant d'avoir sur le dos les syndicats de sténotypistes qui doivent être très violents, hein, j'imagine. Et même, petite allusion, si j'en crois les réformes en cours, je m'adresse aux sténotypistes, je crois qu'on va vous faire travailler plus longtemps. Hein, donc, il y aura encore de la sténotypie pour quelque temps encore. Et puis, j'ai aussi reçu un témoignage précieux d'une autre auditrice, que je vais citer nommément, celle-ci, Marie-Christine Le Mardelet, qui est conseillère de Paris, adjointe de la maire de Paris, en charge de l'enseignement supérieur, professeure d'université, spécialiste de littérature américaine. Vous voyez, j'ai des auditeurs, des auditrices dans tous les milieux. Et elle me dit ceci, c'est un témoignage que je trouve intéressant, à savoir que les débats du Conseil de Paris sont encore pris en note par des sténotypistes. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose en voie de disparition. Hein. Ici encore, à quelques centaines de mètres d'ici, à l'hôtel de ville, on prend les débats en sténotypie. Mais elle m'indique ceci, à savoir que ces sténotypies, quand même, donnent lieu à des erreurs cocasses de transcription, du même genre que celles que j'ai dû corriger dans le cours de poétique. Et donc, ces sténotypies, et c'est ça l'important, ces sténotypies sont aussitôt relues et corrigées par les principaux intéressés, par les orateurs, pour repérer les éventuelles erreurs qui auraient pu s'y glisser. Et donc, il n'y avait là, dans les exemples que je vous avais donnés la dernière fois, il n'y avait là rien d'exceptionnel en vérité. C'est assez courant d'avoir des erreurs dans la
dans la sténotypie, liées en particulier à des sons proches, à des sons proches et à des phénomènes de calembour et de mauvaise compréhension. Donc il faut relire les sténotypies de manière à les purger de toutes ces erreurs qui auraient pu s'y glisser. Et Marie-Christine Le Bardelet ajoute que si Paul Valéry avait relu ses propres sténotypies, celles qui avaient été faites par Fernand de Sergent, eh bien, j'aurais eu beaucoup moins de travail à faire pour éditer ce cours. En quoi elle a parfaitement raison. Et j'ajoute même que si Valéry avait relu ces sténotypies, eh bien, vous n'auriez pas eu droit à cet intéressant jeu de devinettes auquel nous nous sommes livrés la semaine dernière, et qui, je l'espère, vous a à la fois distrait et instruit. Et donc, heureusement que Valéry n'a pas corrigé ces sténotypies, sinon nous n'aurions pas eu ce petit quart d'heure de distraction, et ça m'aurait évité, je dois le dire aussi, bien des peines. J'espère toutefois que vous avez bien profité de ces devinettes de la semaine dernière, car nous n'allons pas recommencer ce type d'exercice de sitôt. Enfin, nous verrons bien. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un petit erratum sur la sténotypie. Je voudrais corriger une erreur, une imprudence surtout. Je voudrais retirer peut-être 2 leçons de cet erratum. D'une part, je crois qu'il ne faut jamais présumer de la disparition d'une technique. Les manières de faire subsistent beaucoup plus longtemps que ne pourrait le laisser penser, a priori, l'évolution technologique d'une société. Il y a, de fait, une inertie des arts. Une inertie des arts, et cette inertie, elle est liée à l'existence humaine, elle est liée à la longévité des êtres humains, et ça, c'est heureux. Elle est aussi liée à l'inertie des institutions, pas seulement les individus, mais aussi les collectivités, qui ont aussi leur propre durée, indépendante de la durée même des technologies. Bref, cette inertie des technologies et des arts fait coexister en quelque sorte une diversité de pratiques. Une diversité de pratiques qui, a priori, serait antagoniste et qui, a priori, devrait faire double emploi. Par exemple, l'enregistrement, d'un côté, l'enregistrement par les moyens techniques que nous avons maintenant, et la sténotypie. On pourrait même ajouter la question de l'intelligence artificielle, qui peut permettre de retrouver les cris derrière une voix. Pour en prendre un exemple dans un autre domaine, on sait que sur des distances courtes, partout dans le monde, en France en particulier, coexistent à la fois l'usage du train et l'usage de l'avion. Bon. Alors qu'en principe, eh bien justement, en fait, et c'est là qu'on voit que ça correspond à des usages différents, et que ce n'est pas parce qu'une technologie est nouvelle qu'elle doit nécessairement remplacer la technologie ancienne. Bref, il y a dans le temps des arts une relative indépendance par rapport au temps social. Et ça, c'est quelque chose dont il faut toujours être conscient. Il y a beaucoup plus de survivance, de Nachleben, pour reprendre le terme d'Abby Warburg, de survivance dans les arts, dans les représentations, etc. Bref, il ne faut pas imaginer que nous vivions dans un monde en totale synchronie, mais en fait, il y a toujours des décalages permanents. C'est ce que le sociologue allemand Siegfried Kracauer nommait la non-synchronicité des arts, la non-synchronicité des médias. Voilà. Il ne faut pas imaginer qu'il y aurait une sorte de zeitgeist, d'esprit du temps qui ferait que nous vivrions tous et que tout dans le monde vivrait dans le même temps. En vérité, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Alors ça, c'est la première leçon un petit peu générale et qui nous éloigne peut-être pas tant que ça de Valéry, parce qu'en fait, à partir de là, nous sommes réellement dans une question qui concerne beaucoup le cours de la réflexion de Valéry sur la poétique, à savoir ce qu'il appelle, nous y reviendrons, l'univers de l'esprit, qui est tangent à l'univers social. Il y a le monde social, il y a l'univers de l'esprit, et tout cela est tangent, ce qui veut dire qu'il y a un point de contact, certes, mais en même temps,
justement, il n'y a pas nécessairement de cohérence totale entre ces deux univers. La deuxième leçon que je voudrais tirer de cette erreur sur la sténographie, la sténotypie, c'est que, concerne plus directement Valéry, c'est que si Valéry, en effet, n'a pas corrigé ses sténotypies, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'en trouvait pas le temps et parce qu'il n'en trouvait pas l'intérêt. Et donc le rendement de ce travail ne lui paraissait pas suffisant pour justifier un tel effort. Il ne pensait pas, en fait, devoir utiliser ces sténotypies pour faire le livre qu'on lui avait demandé de faire sur la poétique. Mais cette question de rendement, elle est intéressante. Et là, nous sommes renvoyés ici à ces notions économiques qui sont chères à Valéry lui-même dans le cours de poétique, et ces notions économiques qui nous ont occupés, du reste, vous vous en souvenez, dans le séminaire de la semaine dernière avec la conférence de Martial Poirson. Et je peux revenir ici et reciter la phrase sur laquelle nous nous étions un peu attardés. La forme coûte cher. La forme coûte cher. Il y a un prix de la forme à donner. Et ce prix de la forme vaut pour Valéry comme il vaut pour ses éditeurs, à savoir moi-même, en l'occurrence. Et c'est un prix à prendre au sens le plus concret, c'est-à-dire des sommes investies, de l'argent investi, et puis aussi du travail investi. Mais le travail, nous le savons, et aujourd'hui encore, en particulier, le travail, c'est aussi de l'argent. C'est une question de capital-travail. Alors, se pose une deuxième question. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une première, mais enfin, se pose une question en tout cas. Si Valéry n'a pas fait ce travail de mettre en forme les sténotypies, pourquoi moi l'ai-je fait? C'est qui n'importait pas à Valéry, pourquoi cela m'importait-il? Je vais vous faire une confidence. Lorsque je suis arrivé au Collège de France, je me suis dit, ayant travaillé moi-même depuis longtemps sur Paul Valéry, ayant fait ma thèse sur Valéry et sur Valéry critique littéraire, je me suis dit, qui d'autre que moi pourrait faire cette édition du cours de poétique? Plusieurs spécialistes de Valéry s'étaient essayés au fil des décennies à démêler un peu ce dossier, à voir un peu quel sens il pouvait avoir, si on pouvait en tirer quelque chose, mais ils ont vite abandonné, étant donné, je vous l'ai dit, la difficulté, la complexité du dossier, sa taille aussi, assez énorme. Mais moi, donc, étant spécialiste de Valéry, d'une part, je vous l'ai dit, ayant fait ma thèse de doctorat sur Valéry, ayant édité les cahiers de Valéry, si, c'est le raisonnement que je me suis fait en moi-même, si, arrivant au Collège de France, je n'avais pas fait cette édition en profitant des moyens considérables que m'offre le Collège, voire en profitant de la connaissance particulière que me donne un poste de professeur de l'intérieur. Je vous ai dit combien ça m'avait été utile, au bout du compte, pour retrouver certains documents que je pense un observateur extérieur n'aurait pas pensé à aller chercher. Donc si je n'avais pas fait cette édition, qui d'autre l'aurait faite? Je pense personne. Ou alors il aurait fallu attendre longtemps. Et donc je n'ai pas eu le choix, en vérité. Je n'ai pas eu le choix. Si je prends mon métier au sérieux, à savoir me mettre au service des textes, ce qui est la mission d'un philologue, ce que j'appelle un lettré, si je prends cette mission, cette vocation au sérieux, je n'avais pas d'autre choix que de faire cette édition du cours dans laquelle je me suis lancé dès que je suis arrivé ici. Autrement, j'aurais pensé avoir trahi ma vocation, avoir trahi ma charge. Et donc c'est ce que j'ai fait, et voilà, le résultat est là maintenant. Mais donc ça, si vous voulez, c'est une raison accidentelle en quelque sorte. Il y avait modestement, il y avait une personne adéquate au bon endroit. Bon, ça explique pourquoi j'ai fait cette édition, pourquoi cette édition existe. Mais on peut aller un peu plus haut et ne pas s'intéresser à ma
petite personne, hein, des personis non curandum, écrit M. Test dans son logbook, dans son recueil de pensées, ce qui veut dire en latin « il ne faut pas s'occuper des personnes hein, », ce qui est une leçon assez importante et assez typique de Valéry. Il ne faut pas s'occuper des personnes. Mais revenons à une question un peu plus générale. Oui, il y avait la bonne personne, la personne adéquate au bon moment. Mais pourquoi le cours de poétique ? En quoi nous importe-t-il ? Plus généralement, pourquoi Valéry nous importe-t-il ? Pourquoi valait-il la peine, en général, d'éditer ce cours de poétique en dehors même de la question de l'adéquation d'une personne à cet emploi et à cette tâche ? Alors, très brièvement, ma réponse serait celle-ci. Enfin, je vais dire très brièvement, en fait, ce n'est pas très brièvement, parce qu'en vérité, ça va être l'objet de tout le cours à venir, en vérité. Pas seulement cette heure-ci, mais l'ensemble des heures qui nous restent dans ce cours. C'est ce que je vais essayer de démontrer et de montrer pourquoi Valéry nous importe encore aujourd'hui. C'est un peu la problématique, le problème que je veux poser au centre même de ce cours. L'idée est celle-ci, c'est que Valéry occupe une position emblématique dans l'histoire de la littérature. À certains égards, il représente un point culminant dans un mouvement qui aboutit à l'apogée de la place donnée à la forme. Cette forme dont nous avons déjà plusieurs fois parlé ici. Valéry représente, à certains égards, une certaine conception de la littérature. J'allais dire une certaine idée de la littérature, comme De Gaulle parlait d'une certaine idée de la France. Une certaine idée de la littérature. Bien. Mais quelle idée ? Quelle idée ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et essayer de définir au fil de ces leçons. Mais d'abord, je voudrais résumer à gros traits ma thèse, celle que je développerai et détaillerai en fait dans différents domaines au fil du cours. Et pour cela, je voudrais d'abord remonter, non pas au déluge, mais de seulement quelques siècles en arrière, avec l'idée que Valéry représenterait une certaine idée de la littérature suppose qu'il y aurait plusieurs idées possibles de la littérature. Et en effet, plusieurs idées de la littérature se sont succédées au cours des derniers siècles. Et même souvent, le nom même de littérature n'était pas employé. Il n'était pas employé. Il y eut d'abord, je ne vais pas remonter si loin que ça, c'est beaucoup à l'échelle d'une vie humaine, mais je vais remonter 2-3 siècles derrière nous. Remontons au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il y eut d'abord, en Occident, en Europe, en France, le régime des belles lettres. Le mot littérature n'était pas employé à ce moment-là. C'est-à-dire, le régime des belles lettres, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, je résume là à gros traits, c'est la production littéraire qui est prise dans un jeu social, dans les salons. Mais pas seulement les salons. Au XVIIIe siècle existent aussi les académies. Et les académies permettent de rendre public des débats littéraires qui prennent un statut en quelque sorte officiel, car le public peut ainsi assister aux échanges d'arguments entre les académiciens. Les académies sont très, très importantes dans le mécanisme d'évolution de ce que nous appelons aujourd'hui littérature, mais qui à l'époque s'appelait plutôt belles lettres. Car le système des académies crée des enceintes autonomes qui fonctionnent quasiment en circuit fermé, sans que le prince, le souverain, ait son mot à dire dans les débats, ou du moins le moins possible. Il lui arrive d'intervenir, certes, mais enfin, les académies ont un fonctionnement relativement autonome, même si elles sont placées sous l'égide du souverain. Donc ce ne sont plus
ce ne sont plus seulement des débats entre lettrés qui ont lieu par biais de pamphlets. Ce sont des débats qui ont une certaine officialité et qui, en même temps, ont une certaine autonomie, fonctionnent de manière autonome. Et donc, cette autonomisation du débat par les académies, eh bien, permet à la question esthétique en tant que telle, c'est-à-dire la question de quel est l'effet que donnent les œuvres sur nous, les œuvres d'art en général, les œuvres picturales, de sculpture, et les œuvres littéraires en particulier, cette autonomisation des débats permet à la question esthétique de prendre de plus en plus d'importance. Et non plus seulement en se basant sur le simple respect de règles, de modèles, de traditions antérieures, comme on l'avait, comme la question se posait au XVIe et même encore au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, réellement, la question de la spécificité, j'insiste là-dessus, parce qu'on va voir ça chez Valéry, la question de la spécificité de l'effet esthétique, en dehors des règles déjà préétablies, celles qui nous sont héritées de l'Antiquité, cette question-là devient elle-même une question cruciale, une question aiguë. Et cela est possible par tout un système d'organisation de la société des lettrés et des artistes, en particulier et pas seulement par les académies. Alors, pour illustrer cette prévalence de la question esthétique, il suffit de citer quelques noms que vous connaissez. En France, peut-être moins connus que ses contreparties allemandes, mais vous avez Dubos, l'abbé Dubos, qui est vraiment un nom très, très important. Vous avez en Allemagne aussi, de manière plus connue sans doute, vous avez Lessing, vous avez Kant, évidemment. Et ce ne sont que quelques noms de ces gens qui participent à l'émergence de cette question esthétique, enfin plus que l'émergence, l'établissement de cette question esthétique au centre même de l'interrogation sur les effets de l'art et en particulier de la littérature. Et puis dans la deuxième partie du siècle, enfin je dis et puis, mais ce sont là aussi des questions de succession ou de synchronicité qu'il faut voir de manière beaucoup plus, il faudrait voir de manière beaucoup plus fine. On peut dire que dans la deuxième partie du siècle intervient, à partir du milieu du siècle, la question de la sensibilité. La question de la sensibilité, et là nous entrons, avec cette question de la sensibilité, avec la question de l'esthétique, nous entrons dans ce que nous pouvons appeler le régime de la littérature proprement dite. Je dis proprement dite parce que le terme de littérature, dans le sens moderne, arrive fin XVIIIe, début XIXe siècle, par le biais d'abord de l'Allemagne, sans doute, et puis ça se répand dans toute l'Europe, avec ce sens moderne pour désigner à peu près ce que nous désignons ainsi avec ces genres littéraires que nous connaissons bien, le théâtre, la poésie, le roman. La littérature, donc, avec ce terme qui est employé avec le romantisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un discours qui, alors je résume là aussi à très gros traits, c'est un discours qui vise à l'expression lyrique et sincère de l'individu, comme de la collectivité, j'y insiste, l'expression dans le romantisme, la poésie est aussi l'expression d'une nation, elle est aussi l'expression d'un peuple, on a des poètes nationaux que l'on met à ce moment-là en exergue, mais c'est l'expression d'un peuple, l'expression d'un individu, et donc le discours littéraire est un discours qui vise aussi, à la différence du discours des belles lettres, qui était un discours plus social, qui avait lieu dans des salons plus mondains, etc., on est renvoyé ici à une consommation individuelle et intime. On lit les textes chez soi, dans son fauteuil, et on les interprète de manière libre, avec une diffusion qui progressivement, au XIXe siècle, devient de plus en plus large, avec la technologie de l'imprimerie, qui se développe encore plus, la presse, etc. Et bref, dans ce système-là, la liberté de création devient de plus en plus grande. Il y a moins de contraintes sociales, moins de contraintes de modèles qui s'exercent sur l'auteur, et puis il y a une compétition
Une compétition s'instaure où le critère de l'originalité devient déterminant. Et cette compétition prend place dans ce qui se dispose alors, et ce que, plus tard, Pierre Bourdieu nommera un champ, en particulier un champ littéraire, mais qui peut être un champ artistique aussi, préparé par les académies. C'est quoi un champ? C'est-à-dire un espace autonome où les écrivains définissent eux-mêmes, entre eux, et avec le minimum d'intervention extérieure, les procédures par lesquelles sont fixées la valeur et la légitimité des œuvres. La valeur et la légitimité des œuvres ne sont plus dictées ni par le souverain, ni même par le public, c'est ça qui est intéressant, ni même par le public, ni même par le succès public. Ce n'est plus le succès populaire qui va nécessairement déterminer la valeur d'une œuvre, mais c'est ce que les écrivains, puisque là nous parlons de littérature, c'est ce que les écrivains vont décider comme étant de la valeur, entre eux, dans un système de champ autonome de discours. Tout cela étant, vous l'aviez compris, préparé par le monde des académies. Mais le système du champ est bien plus large que le système même des académies. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que ça a plein d'échos dans ce que dit Valéry, je l'ai déjà cité, sur l'univers de l'esprit. Cet univers de l'esprit tangent au monde social, j'y reviens, et qui lui aussi fonctionne de manière autonome. On a vraiment déjà, dans le cours de poétique, à la fin des années 30, au début des années 40, on a cette préfiguration de ce concept sociologique, de sociologie de l'art, très important, que Bourdieu développe. L'idée étant que la valeur n'est pas fixée d'en haut, elle est fixée dans la compétition des écrivains entre eux. Et donc, dans ces conditions-là, et je m'arrête ici sur cette digression, j'espère n'avoir pas été trop longue, mais en tout cas certainement trop rapide en vérité, cette digression sur une histoire rapide de la littérature ou des discours littéraires depuis 3 siècles. J'arrive à la fin de cette digression, mais pour vous dire simplement qu'à ce moment-là, donc nous sommes au XIXe siècle, au cœur du XIXe siècle, toutes les conditions sont réunies pour que s'affirme de manière de plus en plus forte le concept de forme. Le concept de forme. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que cela aurait peu d'intérêt, en vérité. Je ne suis pas là ici pour vous raconter mes idées sur la littérature, mais ce sont les idées de Valéry qui nous intéressent. Or, c'est exactement ce que dit Valéry. C'est la position même de Valéry, à savoir qu'à un moment donné, toutes les conditions ont été réunies pour que les écrivains, la littérature, se recentrent autour de la question de la forme. Mais le mieux ici, c'est que je m'arrête en quelque sorte de parler et que je donne la parole à Valéry lui-même. Et je vais lui donner la parole dans un texte fondamental, l'un des textes les plus importants que Valéry ait jamais écrit sur la poésie, l'un de ceux qui ont eu le plus d'influence. Et alors, même si son titre ne désigne rien, n'indique rien. Ça s'appelle, vous trouverez ça dans les recueils Variétés, mais ça a été publié par Paul Valéry comme un avant-propos, et donc c'est connu comme étant un avant-propos à Connaissance de la déesse de Lucien Fabre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est ce Lucien Fabre? Bien oublié maintenant. C'est un jeune ingénieur qui faisait de la poésie et qui avait demandé à Paul Valéry de lui faire une préface pour son recueil de poèmes Connaissance de la déesse. Valéry trouvait ces poèmes en fait infâmes, je dois dire. Il les trouvait de très mauvaise qualité. Il trouvait même, je le cite, on l'a cité, il trouvait que Lucien Fabre était un véritable emmerdeur, mais c'est précisément parce qu'il a été très ennuyé par cette demande qu'il a donné ce texte à ce recueil de poèmes très inspiré, je dois dire, de Valéry. On y retrouve un peu la veine même de Valéry. Et Valéry a donné ainsi cet avant-propos absolument fondamental à un recueil de poésie assez médiocre. Et je dois dire que c'est un peu le malheur ou le péché originel d'une bonne partie d'œuvres ou de
manière de produire de Valéry, à savoir que beaucoup de textes fondamentaux se trouvent dans des endroits où on ne les attendrait pas. Et ça, c'est vraiment le cas. Pourquoi? Simplement parce que Valéry est en mal d'argent, il n'a pas de fortune familiale, donc il est obligé de répondre à des commandes. Et puis il y a aussi une sorte de, on pourrait dire, soit une générosité consubstantielle à sa personne, soit une faiblesse psychologique, une impossibilité de refuser quand on lui demande un texte. Alors, il n'est pas obligé de donner de bons textes, mais il le fait en général. Et là, en l'occurrence, il a donné un très bon texte, vraiment un excellent texte, où on a vraiment l'essence de sa pensée sur l'histoire de la littérature, et puis il y a des concepts qui sont vraiment très, très, très importants. C'est assez paradoxal et presque cruel que Valéry ait eu si peu de force psychologique pour se refuser aux demandes qu'on lui faisait. À l'inverse de son personnage, Monsieur Teste, vous savez, qui lui se mure dans son esprit et refuse en quelque sorte le dialogue avec ses contemporains. On voit bien ici que Monsieur Teste, ce n'est pas Valéry, c'est un idéal, c'est quelque chose qu'il aurait voulu être, mais qu'il n'a jamais été. Bref, venons-en donc à ce texte qui date de 1920, intitulé donc Avant-propos, ou bien Avant-propos à connaissance de la déesse de Lucien Fabre. Et ça commence pas ainsi, mais le texte est assez long, mais je voudrais vous donner quelques extraits qui me semblent assez remarquables. Voici donc le début du texte que je voulais vous lire. On voit enfin, vers le milieu du XIXe siècle, se prononcer dans notre littérature une volonté remarquable d'isoler définitivement la poésie de toute autre essence qu'elle-même. Isoler la poésie de toute autre essence qu'elle-même. Il faut voir que le vocabulaire ici est un vocabulaire de type chimique. Ici, les poètes sont en train de faire une préparation chimique de la poésie à l'état pur. Et c'est bien ainsi qu'il faut entendre la phrase suivante. Il n'est donc pas une telle préparation de la poésie à l'état pur, c'est préparation au sens chimique du terme, comme un pharmacien qui prépare une substance, un médicament, une telle préparation de la poésie à l'état pur avait été prédite et recommandée avec la plus grande précision par Edgar Poe. Il n'est donc pas étonnant de voir commencer dans Baudelaire cet essai d'une perfection qui ne se préoccupe plus que d'elle-même. Alors ici, quasiment tout devrait être commenté. Je vous ai commenté l'aspect très, très chimique d'isolation, d'isolement, de séparation en tout cas, de la poésie à l'état pur. Ce terme poésie à l'état pur aura une grande fortune par la suite, puisque c'est ce terme-là, poésie à l'état pur, qui va ensuite donner, dans les années 20, d'abord avec le texte de l'abbé Henri Brémond, va donner des débats très importants, très houleux parfois, sur l'idée de la poésie pure, avec une querelle de la poésie pure qui a marqué le cœur des années 1920, 1925, 1926. Alors, vous voyez ici Edgar Poe cité, que vient faire ce poète américain. Il est en quelque sorte, pour Valéry le place là comme étant l'ancêtre d'une lignée dont Valéry serait lui-même l'héritier. Il y aurait Edgar Poe. Edgar Poe, c'est un peu étrange pour les Américains, parce que ce n'est pas un très bon écrivain pour les lecteurs américains. C'est un écrivain qui a écrit des contes fantastiques. Mais la réputation d'Edgar Poe est beaucoup plus grande, à bien des égards, en France, qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et cela parce que Edgar Poe a été traduit en français par Baudelaire. Et Baudelaire et les poètes français successifs ont lu dans Edgar Poe quelque chose qui y était peut-être, mais qui était peut-être dans Edgar Poe peut-être comme un simple canular, en vérité. Et c'est quoi qu'il y avait dans Edgar Poe? Il y avait l'idée, en particulier dans un texte qui s'appelle le principe poétique, un poetic principle, il y avait l'idée que il était possible effectivement de trouver une sorte d'essence de la poésie. Baudelaire a traduit ce texte, ainsi que les contes, ainsi que des poèmes, et puis ensuite, Mallarmé a repris, s'est inspiré des traductions de Baudelaire, les a lues, les a beaucoup assimilées, et Valéry arrive ensuite. Et donc il y a ici, en quelque sorte,
l'établissement d'une généalogie un peu mythique à bien des égards, mais qui donne de la noblesse au geste de Valéry, depuis Edgar Poe jusqu'à lui-même, en passant par Baudelaire et Mallarmé. En tout cas, chez Edgar Poe, ce qui est important et ce qui frappe, ce qui importe à Valéry, c'est que Edgar Poe dissocie en quelque sorte le texte et l'auteur. Vous savez, Edgar Poe, c'est lui qui avait publié un poème intitulé Le Corbeau, The Raven, poème, quand vous le lisez, qui est extrêmement romantique, mélancolique, sinistre, etc. Et vous vous dites, dis donc, le poète, celui qui a écrit cela, doit être bien dépressif, hein, pour avoir écrit un tel poème. Et peu après avoir publié ce poème, Edgar Poe publie un autre texte, qui n'est pas un poème, qui est un article, où il explique, mais non, en vérité, vous êtes tous mépris sur le sens même de ce poème et sur l'intention que j'avais. En fait, moi je suis de très bonne humeur, il n'y a pas de problème, mais j'ai voulu faire un poème qui donne l'impression de la mélancolie et de la sinistrose, en quelque sorte. Et donc, Edgar Poe raconte dans le moindre détail comment il a calculé les effets de ce poème, dissociant totalement ses propres émotions de celle que donne le poème. Donc lui-même agissant en quelque sorte comme un simple artisan, quelqu'un qui fait une machine destinée à produire un certain effet. Cela a beaucoup intéressé Baudelaire, dans le côté un peu artificiel de la chose, et Valéry y a vu surtout l'idée de l'effet, de la coupure entre le poète et l'œuvre. Le poète est celui qui construit une machine de mots. C'est un ingénieur. C'est un ingénieur qui crée une machine qui doit avoir un certain effet. Et bref, dans la conception de la poésie selon Edgar Poe, il n'y a plus de critères de sincérité. Le poème, le texte, la nouvelle, de manière générale, est là pour susciter un certain effet. Les nouvelles fantastiques sont là pour donner une certaine impression. Et Poe explique comment il arrive à ces effets-là. Et cela a beaucoup impressionné à la fois Baudelaire et Valéry. Mais Valéry continue donc dans ce texte, après avoir déterminé cette généalogie. Ce qui fut baptisé le symbolisme, et là cette phrase est assez célèbre, ce qui fut baptisé le symbolisme se résume très simplement dans l'intention commune à plusieurs familles de poètes, d'ailleurs ennemies entre elles, de reprendre à la musique leur bien. Donc ici on en arrive à cette question, à ce mouvement même du symbolisme, dont Valéry estime être l'héritier, ayant été le disciple favori et préféré de Mallarmé. Et pour définir le symbolisme, il prend ce mot de Mallarmé, bien connu, reprendre à la musique son bien. En fait, c'est une citation ici que fait Valéry. Reprendre à la musique son bien, c'est Mallarmé qui dit cela dans Crise de vers. C'est une définition un peu étrange, au bout du compte, du symbolisme, pas à partir du symbole, mais à partir de la question de la musique. Et du reste, Valéry ne prétend pas de faire l'histoire du symbolisme. Il dit que c'est une compétition de familles qui, au bout du compte, ne s'entendaient pas entre elles. Effectivement, il y avait Mallarmé, il y avait Moréas de l'autre, il y avait les partisans du vers libre de l'autre. Bref, il y avait différentes écoles, et ma foi, on connaît cela. Les groupuscules se haïssent. C'est ce que Sigmund Freud appelle le narcissisme des petites différences. Le narcissisme des petites différences. Plus on est proche, plus les groupes sont proches les uns des autres, plus ils se détestent. C'est arrivé dans le symbolisme, comme dans les partis politiques. Vous voyez, aucune allusion, bien sûr. Donc, le secret de ce mouvement n'est pas autre. Il y a là une proposition très forte. Pourquoi la musique est-elle si importante dans cette conception historique du symbolisme ? Eh bien, parce que la musique, et c'est ce que Valéry dit ensuite, la musique, c'est l'idée pure de la forme. C'est-à-dire, c'est une œuvre d'art, c'est une forme d'art, mais qui ne prétend pas délivrer un message qu'on puisse expliciter de manière verbale. La musique ne produit que des émotions. Mais nous étions, je continue le texte de Valéry qui dit cela, mais nous étions nourris de musique et nos têtes littéraires ne rêvaient que de tirer du langage presque les mêmes effets que les causes purement sonores produisaient sur nos êtres nerveux.
Et donc ici, la musique devient l'idéal même de la poésie. Ce n'a pas toujours été le cas. Ça peut nous paraître peut-être normal que la musique soit l'idéal de la poésie. Mais pendant longtemps, et en particulier sous le régime des belles-lettres, dans l'Antiquité, au XVIe, XVIIe siècle, l'idéal de la poésie, c'était plutôt la peinture. Ut pictura poesis, disait Horace dans l'art poétique. La poésie est comme la peinture. Bon, il l'entendait dans un sens différent. La poésie est comme la peinture. C'était le modèle des arts plastiques, des arts visuels. Avec le symbolisme, c'est la musique qui devient le centre. Et donc, on sort de l'idée de la représentation du monde pour en venir à quelque chose qui soit purement de l'ordre de la forme pure, sans message explicite, avec plutôt des émotions et des états nerveux. Et ce qui légitime Valéry, en particulier dans le cours de poétique, à réfléchir à cette question psychologique qui est au cœur même de sa réflexion sur la création. Et Valéry continue, et je continue avec lui, le langage est chose complexe. Chose complexe, ça veut dire, en vérité, chose impure, à la différence de la musique. La musique est pure, elle ne renvoie qu'à des sons purs, et elle ne délivre pas de message explicite. Le langage est impur. Complexe parce qu'il a d'abord une visée utilitaire. C'est quelque chose que Valéry ne cesse de dire, de répéter dans le cours de poétique, et ailleurs, mais dans le cours de poétique en particulier. Le langage n'est pas fait pour faire de la poésie. Les sons servent à la musique, mais le langage n'est pas fait pour faire de la poésie. La poésie est une sorte de violence faite au langage, pour essayer de retrouver une pureté derrière les mots, pour créer quelque chose qui soit pur, avec quelque chose qui est fondamentalement impur, le langage, puisque le langage est fait de toutes nos interactions que nous avons les uns avec les autres, avec une visée très pratique. Je vous demande de m'ouvrir la porte, vous m'ouvrez la porte, vous demandez le sel, je vous donne le sel, etc. à table. Donc c'est à cela que sert le langage, et pas à écrire de la poésie. Donc le poète est celui qui va faire violence à la langue, ou du moins qui va essayer de retrouver une sorte de pureté, d'inventer une pureté. Le langage est chose complexe, sa multiple nature permettait aux chercheurs, c'est-à-dire les poètes, la diversité des essais. Alors, certains qui conservaient les formes traditionnelles du vers français s'étudiaient à éliminer les descriptions, les sentences, les moralités, les précisions arbitraires. Ils purgeaient leur poésie de presque tous ces éléments intellectuels que la musique ne peut exprimer. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez la musique comme modèle, eh bien, vous allez purger la poésie de tout ce qui n'est pas de l'ordre musical, c'est-à-dire de toutes les idées. Les idées n'importent plus. Dans la poésie ancienne, la poésie des belles-lettres, les idées étaient importantes. Et pas seulement la poésie des belles-lettres, mais la poésie, même une bonne partie de la poésie romantique, ou même de la poésie de l'art pour l'art. On exprimait des idées. Là, l'idée n'est plus au centre. C'est la musique qui est au centre. Donc il y a un refus du contenu intellectuel, refus du contenu moral, mais même le dogme scientifique est refusé, le dogme religieux de même. On est dans une période de crise. Vous vous rappelez, peut-être c'est ce passage que je vous avais diffusé, je crois, le premier cours, ou bien on entendait Valéry dire « nous étions à une époque de crise absolue de tous les discours, il ne restait plus que une valeur suprême, et cette valeur suprême, c'est la valeur de la beauté, c'est la valeur esthétique. » Eh bien, c'est exactement cela que nous dit Valéry ici. Et Valéry continue « Il semble que la pensée abstraite, jadis admise dans le vers même, était devenue presque impossible à combiner avec les émotions immédiates que l'on souhaitait de provoquer à chaque instant. Exilé d'une poésie qui se voulait réduire à son essence propre, effarouché par les effets multipliés de surprise et de musique que le goût moderne exigeait, il semble donc que la pensée abstraite se soit transportée dans la phase de préparation et dans la théorie du poème. Plus de pensée abstraite dans le poème, mais on fait la théorie du poème d'abord, et après on écrit le poème. Valéry, je pense surtout à Mallarmé. Mallarmé, qui a fait beaucoup comme Crise de vers, a fait des textes sur la théorie de la poésie, sur la théorie de la littérature, des textes magnifiques, du reste, en eux-mêmes. Et cela est une nouveauté, l'idée qu'on ait le poème, mais le poème ne va pas faire sa propre théorie, comme on l'avait peut-être dans la poésie romantique. La philosophie et même la morale tendirent à fuir les œuvres pour se placer dans les réflexions qui les précèdent. C'était là un très véritable progrès.
Le progrès, donc, dans la poésie, il y a un progrès au sens positif du terme, l'idée que la poésie ne fasse plus de philosophie, qu'elle ne fasse plus de morale. C'est autre chose, maintenant, que doit faire la poésie, c'est être à l'état pur, une forme à l'état pur. Parler aujourd'hui de poésie philosophique, fût-ce en invoquant Alfred de Vigny, poète romantique très célèbre, comme étant considéré souvent comme le plus philosophique des poètes romantiques, avec la mort du loup, par exemple, d'inspiration stoïcienne. Le comte de Lille, là aussi, poète qui aime bien exprimer des grands systèmes philosophiques, en particulier bouddhiques, hindouistes, dans ses poèmes. Donc, parler aujourd'hui de poésie philosophique, et donc ici Valéry cite les poètes philosophiques français du XIXe siècle, c'est naïvement confondre des conditions et des applications de l'esprit incompatibles entre elles. Donc maintenant, il faut séparer. La philosophie appartient au discours philosophique, la poésie, c'est autre chose. N'est-ce pas oublier que le but de celui qui spécule est de fixer ou de créer une notion, c'est-à-dire un pouvoir et un instrument de pouvoir, cependant que le poète moderne essaie de produire en nous un état et de porter cet état exceptionnel au point d'une jouissance parfaite. Alors, deux choses ici. D'une part, donc je vous l'ai dit, Valéry récuse la notion de poésie philosophique, ce qui est un peu ironique, pas vis-à-vis de lui-même, mais on est en 1920, mais quelques années plus tard, le philosophe Alain publiera un commentaire de Charme, du recueil Charme, et en particulier du Cimetière marin, où il appellera Paul Valéry notre Lucrèce, c'est-à-dire notre poète philosophique à nous. Parce qu'il voyait dans le Cimetière marin, que vous connaissez, je suppose, ou que vous lirez, ou que nous lirons peut-être ensemble, mais il voyait dans le Cimetière marin une sorte de philosophie de l'existence, de la mort, avec de vraies références philosophiques, à Zénon d'Élée, par exemple, à des paradoxes philosophiques, Achille et la tortue, etc. Mais en fait, dire que Valéry est notre Lucrèce, c'est-à-dire notre poète philosophique au XXe siècle, c'est un contresens par rapport à ce que Valéry voulait faire. Valéry, bien sûr, dans le Cimetière marin, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, il y a des allusions à la philosophie dans le Cimetière marin, mais elles ne sont pas là pour exprimer une philosophie. Elles sont là pour susciter en nous, éveiller en nous, produire en nous un état, porter cet état exceptionnel au point d'une jouissance parfaite. Il ne s'agit pas de nous délivrer un savoir, la philosophie veut nous délivrer une vérité. Il s'agit de produire en nous un état. Quel état ? Eh bien, un état de type poétique. La poésie est là pour susciter un état poétique, et cet état poétique est un état de, comment le définir ? Un état de stase, un état en dehors du monde, qui est de l'ordre de l'émotion, mais qui n'a rien à voir avec l'idée d'un savoir ou d'un pouvoir. Et donc, ici, il faut distinguer les fonctions. C'est ce que nous dit Valéry. Et donc, la différence entre un pouvoir et un état, cette dernière phrase est un peu complexe, je l'avoue, de Valéry, cette différence-là, qui fait que la poésie n'a rien à voir avec le pouvoir ou avec le savoir, cette différence entre un pouvoir et un état, c'est la différence entre un langage utilitaire qui vise à transmettre un message et un langage, d'autre part, un langage visant à la seule exploration de ce que plus tard le linguiste Roman Jakobson appellera la fonction poétique du langage. La fonction poétique du langage. Qu'est-ce que c'est que la fonction poétique du langage parmi les 6 ou 7 fonctions du langage définies par Jakobson ? Eh bien, c'est l'idée, aussi rapidement dite, c'est l'idée que c'est le seul plaisir esthétique que nous pouvons trouver dans l'expression. C'est ce qui fait que certaines formules s'imposent dans le discours général parce qu'elles sonnent bien, notamment par euphonie. Donc, une expression comme « sans foi ni loi ». Sans foi ni loi. Oui, pourquoi sans foi ni loi ? Ça rime. Donc voilà, c'est typiquement une expression qui est déterminée en quelque sorte dans la sélection des différentes formules. Elle est sélectionnée par la fonction poétique du langage. Jakobson donne comme exemple, dans son fameux article sur les fonctions du langage, il dit « Pourquoi disons-nous toujours
Jeanne et Marguerite, et jamais Marguerite et Jeanne. Spontanément, on dira Jeanne et Marguerite, et non pas Marguerite et Jeanne. Parce que, en fait, par euphonie, c'est ce qu'on appelle une cadence majeure. On part d'un mot qui est plus court pour aller vers un mot qui est plus long. Et ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Nous préférons cela. Ça, c'est la fonction poétique du langage. Eh bien, la poésie est là pour objet, précisément, d'exploiter au plus profond, de la manière la plus intense, cette fonction poétique du langage. Or, et ça, voilà, c'était le moment où je voulais en arriver. Donc, Valéry, avec sa génération, avait donc déchiffré en quelque sorte ce sens même de la fonction poétique, la fonction du poème. À quoi sert le poème? Non pas à transmettre une idée, mais à produire une émotion, un état poétique. Or, au moment même où Valéry exprime avec cette netteté incroyable que vous voyez, au moment même où il exprime cette évolution de la poésie en tant que pointe avancée de la littérature, ne voilà-t-il pas qu'il annonce la fin même, la fin de cet apogée de la poésie, qui appartient désormais au passé. Et je continue ici le texte, et vous allez voir apparaître ici une formule qui m'a servi de titre pour cette leçon. Telle, donc après avoir résumé l'ambition symboliste, créer cet état poétique par le poème, telle à un quart de siècle de distance et séparée de ce jour par un abîme d'événements, m'apparaît dans l'ensemble le grand dessein des symbolistes. Ça, c'est le recul. Et l'abîme d'événements, il faut le comprendre de diverses façons. Il y a des événements esthétiques, littéraires. Mais enfin, on est en 1920, et Valéry parle ici de réflexions symbolistes qui ont eu lieu plutôt dans les années 1890, 1880-1890. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Première Guerre mondiale, tout de même, la Grande Guerre. Donc il y a eu un bouleversement du monde. Eh bien, tout cela a transformé la littérature, la poésie en particulier. Je ne sais ce que l'avenir retiendra de leurs multiformes efforts, lui qui n'est pas un juge nécessairement lucide et équitable, ici suspicion, méfiance à l'égard des jugements de la postérité. La postérité est-elle vraiment juste? Rien n'est moins sûr. Notre idée elle-même, notre idée de la poésie, notre souverain bien, ici c'est l'expression philosophique, la recherche du souverain bien qu'on a chez Aristote, notre idée elle-même ne sont-ils plus maintenant que de pâles éléments de l'oubli? Valéry s'exprime en 1920. Faut-il périr à ce point? Faut-il périr à ce point? Comment périr aux camarades? Comment périr aux camarades? Alors, je trouve cette phrase très belle, très presque tragique aussi. Comment périr aux camarades? Valéry, ici, se voit le symbole d'une génération. Il écrit en 1920, après la Première Guerre mondiale, donc contexte qu'il ne faut pas oublier. Il arrive, je vous rappelle, à la gloire à 50 ans, en 1917, avec la Jeune Parc. Enfin, ça commence comme ça, et puis c'est à partir des années 20 qu'il devient vraiment le grand poète. Alors, arriver à la gloire à 50 ans, ça donne de l'espoir à beaucoup. Ça, c'est bien, c'est agréable pour tout le monde. Mais en tout cas, il arrive à la gloire dans un décalage temporel. Un décalage temporel par rapport à sa jeunesse. La génération des années 1880 et 1890, cette génération-là, elle a été décimée par la guerre. Et Valéry a eu de la chance. Il aurait pu être mobilisé. Il s'y attendait à tout moment. Mais la mobilisation s'arrête à la classe 1892. Elle commence d'abord par les classes les plus jeunes, et puis elle redescend, et ça redescend jusqu'à la classe 1892, c'est-à-dire à ceux qui sont nés en 1872. C'est comme ça qu'on appelle la classe 1892. Valéry est né en 1871. C'était moins une. À un an près, il était mobilisé. Ça l'arrangeait bien, il était soutien de famille, il avait 2 enfants à nourrir, il en aura un 3e pendant la guerre, et donc sa famille a besoin de lui. Mais bref, si Valéry survit à la guerre, il survit dans un monde qui a été décimé, et il arrive dans un autre monde.
n'arrivant étant l'héritier d'un ancien monde, avec cet héritage d'un souverain bien, et arrivant dans un monde nouveau qui, lui, va changer d'idée de la littérature. Et donc, toute la réflexion de Valéry, à partir de ce moment-là, va être une réflexion de l'écart. Toute la pensée de Valéry et toute l'œuvre de Valéry est une pensée de l'écart vis-à-vis de lui-même et de l'écart vis-à-vis de son propre temps. Et donc il va essayer, c'est par cet écart qu'il va en quelque sorte tenir une distance qui va lui permettre de porter, selon lui, un regard objectif sur ce qui se passe dans la littérature. Et donc Valéry illustre, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, Valéry illustre de manière tout à fait exemplaire une certaine idée de la littérature qui, à partir des années 20, ne sera à bien des égards plus d'actualité. Et c'est là ce que nous verrons les fois suivantes, à savoir comment Valéry a suscité, comment cette idée de la littérature représentée par Valéry a suscité beaucoup d'antagonisme et beaucoup d'opposition. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et rendez-vous mardi prochain.